Voilà, donc nous allons parler des principes d'alimentation du cheval d'endurance. Alors cette présentation sera organisée de la façon suivante. Nous allons d'abord faire des rappels de physiologie du cheval, d'endurance. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet, hein, comment alimenter un cheval, en particulier en période d'entraînement, hein, qui est la période la plus longue. Et puis beaucoup plus rapidement, nous parlerons de l'alimentation en course et après la course. Alors pour commencer, je vais limiter le sujet. Bien sûr, on sait tous que la réussite en course d'endurance dépend de nombreux facteurs, hein, parmi lesquels l'alimentation est un facteur qui a une place non négligeable et ça fait partie intégrante de la gestion de l'entraînement du cheval d'endurance. Et bien de choisir l'alimentation et de l'adapter en fonction du niveau de forme et du niveau de performance du cheval. Alors, ce qu'il faut considérer quand même, c'est qu'il existe de nombreux ouvrages, hein, et de nombreuses indications sur la façon de nourrir un cheval d'endurance, hein. Je vous renvoie pour ça à une webconférence qui traite du sujet de l'alimentation du cheval de sport. Heu, Chez le cheval d'endurance, on ne connaît pas énormément de choses et par ailleurs, on sait très bien qu'il y a de très grandes diversités des besoins individuels, hein, pour, le même type d'individu. Eh bien, en fonction de sa génétique, de son tempérament, de sa physiologie et de son activité, on n'aura pas forcément les mêmes besoins. Bon, par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte les disponibilités locales d'un point de vue aliment. Donc il n'y aura pas réellement de ration standard, hein, ça sera toujours à adapter. Donc ce que je vais présenter ici, c'est vraiment des notions qui sont fondamentales et qui sont appliquées au cheval d'endurance et puis, je citerai également les erreurs à ne pas commettre. Alors un petit schéma affreux, je sais, à voir comme ça au départ, c'est la physiologie de l'effort et ce qui utilise à l'effort. Alors si on reprend son schéma, hein, ce que vous avez d'encadré ici, c'est le travail musculaire, hein, ce qui est le but de l'entraînement du cheval d'endurance, c'est de produire ce travail musculaire. Alors pour réaliser ce travail musculaire, eh bien, vous avez la centrale énergétique de la cellule musculaire qui est ici, qui est la mitochondrie et qui va produire de l'ATP. L'ATP, il est présent en toute petite quantité, donc il va permettre de faire un effort de très très courte durée, hein, quelques centaines de mètres maximum, et il va être régénéré, hein, tout au cours de l'effort par la mitochondrie, et ce à partir de deux types de substrats. Tout d'abord, les substrats glucidiques, ce que vous avez ici, hein, donc le glucose, le glycogène, qui est stocké soit dans le foie, soit dans le muscle. Et puis l'autre grand type de substrat, c'est les substrats lipidiques, hein, qui sont présents en petite quantité dans le muscle et puis dans le tissu adipeux. Alors, si on regarde l'évolution de l'utilisation de ces différents substrats au cours de l'effort, alors ça, c'est un schéma qui est très théorique et qui vous montre là, après 1 heure, 2 heures, 3 heures d'effort, quels sont les substrats qui ont été utilisés. Eh bien, on a ici en rouge les glucides et puis en jaune les lipides. Eh bien, on s'aperçoit que la quantité de glucides utilisés, hein, que ce soit le glucogène musculaire ou le glucose plasmatique, eh bien, en quantité totale, elle diminue au cours de l'effort, eh bien, tout simplement parce qu'il y a un épuisement des réserves. Et petit à petit, eh bien, c'est l'utilisation des lipides qui augmente, hein, les triglycérides musculaires et surtout l'utilisation des acides gras. Et donc le but de l'entraînement du cheval d'endurance, ça va être de lui apprendre à utiliser correctement ses lipides et en particulier les acides gras, hein. Et donc c'est là qu'on voit bien l'importance de l'alimentation. Alors, on a pu montrer, grâce à des études qu'on a réalisées sur des chevaux de 90, 120 ou 160 kilomètres, que les métabolites qui étaient présents dans le sang à la fin de la course, eh bien, permettaient de classer ces 3 groupes de chevaux, tout simplement, puisqu'en fait, ils n'utilisent pas exactement les mêmes métabolites pour, l'activité, sportive, hein, donc ce qui confirme notre schéma précédent qui était un schéma théorique. Alors, ce petit graphique, hein, il montre simplement pour les différents métabolites qu'on dose dans le sang, hein, chaque pic correspond à un métabolite. Et bien, le pic qui est vers le haut, c'est les métabolites qui sont davantage présents chez les chevaux de grande distance, et les pics qui sont vers le bas, c'est ceux qui sont davantage présents chez les chevaux de courte distance. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que quand la distance de course augmente, eh bien, c'est le métabolisme des acides gras qui est privilégié.
Donc, pour favoriser ce métabolisme des acides gras, eh bien, ça va se jouer par l'alimentation et par le fonctionnement du tube digestif. Alors, ce schéma, il vous rappelle, bien sûr, de façon très simplifiée, les caractéristiques du tube digestif du cheval. Les aliments, ils arrivent par l'œsophage dans un estomac qui, chez le cheval, est proportionnellement à la taille de l'animal tout petit. Hein, il représente que 10% à peu près du tube digestif, donc un volume d'une dizaine de litres, 10-15 litres. Ça, c'est un estomac de cheval, voilà, et donc on a un gradient d'acidité entre le haut de l'estomac, hein, les aliments viennent par là et ils sortent par là. Gradient d'acidité qui varie en fonction de l'alimentation qu'on donne. Plus on donne une alimentation qui est concentrée et plus on a une diminution du pH avec, à terme, le risque d'apparition d'ulcères dans cette région-là de l'estomac. Deuxième partie du tube digestif, ensuite, c'est celui qui est ici en rouge, c'est l'intestin grêle qui représente à peu près 28% de l'ensemble du tube digestif. C'est dans l'intestin grêle que se joue la suite de la digestion enzymatique démarrée dans l'estomac, en particulier la digestion des lipides, des protéines, de l'amidon et des sucres. C'est là aussi que se réalise l'absorption, c'est-à-dire le passage dans le sang de l'ensemble des acides aminés qui sont issus de la digestion des protéines et puis d'à peu près la moitié des glucides. Enfin, la dernière partie du tube digestif et la plus importante, c'est ce qui est en mauve ici, c'est le gros intestin qui représente à peu près les 2 tiers du volume digestif. Les 2 tiers de la cavité abdominale sont occupés par le gros intestin. Hein, son volume dépasse les 100 litres chez un cheval. Ce sont des grosses cubes de fermentation dans lesquelles on a des micro-organismes qui digèrent la cellulose et les glucides qui n'ont pas été digérés ici dans l'intestin grêle. C'est aussi dans ce gros intestin que sont fabriqués les acides gras volatiles. Et vous voyez tout de suite l'importance pour notre cheval d'endurance qui a besoin d'acides gras volatiles pour faire son effort de longue durée. Bon, l'intérêt aussi du gros intestin, hein, c'est que c'est un endroit où on va avoir le stockage d'une grande quantité d'eau. Et vous savez que l'activité d'endurance, eh bien, elle conduit à une déshydratation. Et donc, l'intérêt d'avoir beaucoup d'eau de stocker pour compenser cette déshydratation est nécessaire donc avec ce gros intestin. Alors, dans le gros intestin, on a dit qu'on avait toute une flore digestive et donc on est allé étudier le microbiote du cheval d'endurance. Donc pour ça, on s'est intéressé, on a pris des crottins chez 52 chevaux avant une course de 90, 120 et 160 km et on a fait l'analyse de toute la flore. Alors, vous avez ici sur ce schéma, ça c'est le nom de toutes les espèces qui sont présentes dans la flore, hein, vous ne pouvez pas les lire, mais c'est pas très très grave. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'en fait, sur l'ensemble de notre population de chevaux, eh bien, on a 2 types de chevaux, ce qu'on appelle 2 clusters. C'est-à-dire qu'on a 2 types de flore de microbiote. On a ceux qui sont en vert ici, pour lesquels on voit que toutes les petites cases, elles sont remplies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour toutes ces espèces-là, elles sont présentes, sauf celle-ci, par exemple, et puis celle-ci chez quelques individus. Cet autre groupe de chevaux, eh bien, il y a moins d'espèces qui sont présentes. Elles sont présentes en plus grande quantité, mais elles sont moins variées. Alors, dans ces espèces-là, il y en a qui sont bénéfiques, il y en a qui sont délétères. Alors, pour l'instant, on a un groupe de chevaux qui n'est pas suffisamment important pour savoir toutes les explications à ces 2 types de chevaux. Hein, il faudrait qu'on ait à peu près une étude sur 300 chevaux pour arriver à mieux discriminer pourquoi on a ces 2 types de chevaux. Donc vous voyez que, on a encore des progrès à faire en connaissance pour adapter l'alimentation au mieux. Ce qu'on sait, c'est que les chevaux qui sont ici, a priori, ils mangent plus en quantité que ceux-là. Mais, c'est les seules informations qu'on ait pour l'instant. Alors on va rentrer maintenant dans les aspects un petit peu plus pratiques. Comment nourrir le cheval d'endurance? Alors, tout d'abord, il faut repartir des besoins énergétiques du cheval d'endurance. En fait, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a relativement peu d'études sur le sujet. Alors, en ce qui concerne les chevaux français, on est reparti des programmes d'entraînement qui étaient utilisés en équipe de France en 2010 et on a essayé d'estimer le coût énergétique de l'entraînement de ces chevaux dans les 2 mois qui précédaient une course de 160 km. Donc, c'était des chevaux d'à peu près 440 kg. Et donc, à partir de cette activité, on a évalué que ça représentait à peu près 21 mégacalories, ce qui, en unité française, hein, l'unité fourragère cheval,
correspond à peu près à 6,6 UFC par jour. Alors ça, c'est uniquement le travail qui est effectué à l'entraînement. Ça ne tient bien sûr pas compte de l'activité du cheval en dehors, en particulier la dépense énergétique qu'il peut avoir au paddock. Si on compare aux données de la bibliographie qui sont relativement anciennes, hein, qui sont sur des chevaux américains, hein, vous voyez que notre valeur de 21 elle se situe dans la fourchette qui a été calculée par les Américains. Et puis, si on compare maintenant aux études de terrain, on dispose de 3 études. On est allé questionner des cavaliers pour avoir les rations qu'ils donnent à leur cheval. Et bien, d'une manière générale, on a des apports qui varient entre 6,3 et 8 unités fourragères, dont les apports de terrain, donc qui correspondent dans les tables d'alimentation, hein, à un travail d'intensité moyenne. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le besoin énergétique, il est à peu près de 7 unités fourragères à cheval. Alors, pour combler ce besoin énergétique, le premier aliment, l'aliment de base, ça va être des fourrages. Si possible, un foin de bonne qualité, hein. Le but, c'est de faire fonctionner le gros intestin et puis de lui faire assurer cette réserve d'eau et d'électrolytes. Alors, vous pouvez utiliser différents types de fourrage, hein. Ça peut être du foin de prairie, du foin de montagne, du foin de croc. Le foin de luzerne peut être utilisé, mais pas tout seul, hein, parce qu'il est trop riche en protéines, hein. Si on le garde pour assurer l'ensemble de l'apport énergétique, on va avoir un excès de protéines qui est dangereux pour les reins, puisque l'élimination des métabolites des protéines passe par les reins. Vous pouvez aussi utiliser de l'herbe, mais pas laisser un cheval dans une pâture où il y a énormément d'herbe, parce que c'est incontrôlable. La qualité de l'herbe et la quantité d'herbe varient énormément au cours du temps. Donc, c'est très difficile de contrôler la ration si le cheval mange de l'herbe. Donc, on va favoriser plutôt la mise dans des paddocks qui sont ras. Ce que nous montrent nos études de terrain, c'est que les fourrages sont en général plus ou moins donnés à volonté par les cavaliers pour une quantité moyenne qui est de l'ordre de 9 à 10 kg par jour, donc soit à peu près 2 à 2,5 kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les fourrages, ça va représenter à peu près les 3/4 de la matière sèche ingérée et environ les 2/3 des apports énergétiques chez le cheval d'endurance. Alors bien sûr, pour compléter les apports énergétiques, il va falloir apporter des concentrés. Ça va aussi apporter des protéines, des lipides, de l'amidon qui ne sont pas apportés par les fourrages. Alors, pour ce faire, je dirais que vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez, ce que vous avez à disponibilité, ce qui vous arrange. Ça va surtout être à choisir en fonction de votre fourrage. Et donc pour ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire analyser vos fourrages pour avoir une idée de leur qualité et puis de leur carence. Alors, pour équilibrer votre ration, vous allez pouvoir aussi calculer le taux de protéines, hein, qui, chez le cheval d'endurance, doit être à peu près de l'ordre de 70 grammes par UFC et représenter un maximum de 12% dans la ration. Pourquoi on est là-dessus? Eh bien, parce que les protéines, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles vont être dégradées en urée et éliminées par le rein. Et donc, s'il y a un excès d'urée, eh bien, c'est toxique pour le rein. D'autant plus qu'on est sur des chevaux qui sont très sensibles du fait de la déshydratation. Alors sur le terrain, hein, tous les types d'aliments sont observés en adhération avec beaucoup de choses différentes. En moyenne, on est sur un volume qui est relativement faible, hein, avec à peu près 2,3 kg d'aliments par jour et par cheval, qui souvent sont distribués en 2 repas, puisque les chevaux passent la journée au paddock, ou une partie de la journée au paddock, donc souvent c'est distribué le matin et le soir. J'attire votre attention sur le risque d'un apport excessif de concentré, hein. Si on a un cheval qui perd de l'état, on a vite tendance à donner un petit peu plus de concentré. C'est très bien montré maintenant chez tout type de chevaux que les excès de concentré favorisent les ulcères gastriques. Ça favorise aussi le risque d'atteinte musculaire, de myosite chez les chevaux qui sont sensibles. Et puis, ça va aussi avoir tendance à échauffer les chevaux. Et sur nos chevaux, sur les distances longues où on a des chevaux qui partent en groupe, qui restent en groupe, on n'a pas forcément envie d'avoir des chevaux qui sont un petit peu trop excités, donc c'est pas forcément le meilleur aliment à donner en grande quantité. Il y a d'autres moyens si vous avez un cheval qui a un petit peu de mal à prendre de l'état. Donc, concentré indispensable, mais en quantité qui reste raisonnable. Pour compléter votre ration, si vous avez besoin d'ajouter encore un petit peu d'énergie, eh bien, vous pouvez utiliser la matière grasse.
La matière grasse, hein, tout de suite, on fait la relation, hein, avec les acides gras qui vont être utilisés pour parcourir de longues distances. Ça permet d'épargner l'utilisation des glucides. On sait aussi que ça va ralentir le transit dans l'intestin grêle, hein, ça forme des petites gouttelettes, hein, la matière grasse dans l'intestin grêle. Donc les autres nutriments sont de ce fait mieux absorbés dans l'intestin. Et puis, il a aussi été montré que ça réduisait un tout petit peu la production de chaleur pendant l'exercice. Donc vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez utiliser un aliment qui est déjà naturellement enrichi, en matière grasse, hein, qui a un taux de matière grasse qui est supérieur à 8 ou sur une ration un peu plus traditionnelle, hein, un peu plus, un peu moins un peu plus standard, vous pouvez utiliser de l'huile végétale que vous allez rajouter sur l'aliment. Alors j'attire votre attention sur quelque chose qui est particulièrement important pour la matière grasse, mais qui va être aussi important pour, le reste des aliments, c'est qu'il faut faire une transition alimentaire qui est très lente quand vous augmentez le taux de matière grasse dans la ration, hein. Il faut que, notre flore, hein, qui est présente dans le tube digestif ait le temps de s'adapter pour digérer ces différents changements d'aliments et donc il faut compter à peu près 1 mois pour réaliser une transition alimentaire dans de bonnes conditions. Alors, on trouve dans la littérature qu'on peut donner jusqu'à 100 grammes d'huile pour 100 kilos de poids vifs par jour. Ça fait des quantités qui sont déjà importantes, avec un maximum de 10% de la ration. Bon, ce qu'on s'aperçoit sur le terrain, c'est que on a des apports qui sont souvent beaucoup plus limités en huile, hein. On est plutôt sur 100 grammes par cheval que 100 grammes pour 100 kilos de cheval, avec des taux de matière grasse qui, là aussi, sont un petit peu plus basses, hein, de l'ordre de 6 à 7% de la ration. Et puis enfin, la complémentation, elle est indispensable bien sûr pour équilibrer la ration en calcium et en phosphore, hein, tout ça dépendant aussi des qualités de vos fourrages et de votre concentré. Et puis aussi pour rajouter des oligoéléments, des vitamines. Chez le cheval d'endurance, on a aussi bien sûr la problématique des pertes électrolytiques qui sont liées au travail. Donc pour ça, vous allez apporter un complément minéral. Il peut être déjà inclus dans votre aliment industriel ou vous pouvez le rajouter à votre ration. Pour tout ce qui est, sodium, potassium, chlore, eh bien, laissez une pierre à sel à disposition en permanence et puis, on sait très bien que d'un cheval à l'autre, on a des très, très grandes variations de consommation de la pierre à sel. Ça peut être aussi de rajouter du sel dans la ration, hein, du sel de mer et du sel de régime pour apporter ces différents éléments. Alors, j'attire votre attention aussi, attention à la multiplication des compléments, hein. On est souvent tenté de dire: «Bah, voilà, j'ai mon complément phosphocalcique et puis j'ai un complément, vitaminé, un complément, pour le muscle et puis un complément pour la qualité de la corne». Sauf qu'en fait, chacun de ces compléments, non seulement il vous apporte ce que vous recherchez, mais vous apporte un petit peu aussi des autres et on aboutit très rapidement à des excès, hein. Donc si vous rajoutez plus de 2 voire 3 compléments, maximum, après on ne sait plus du tout ce qu'on fait et vous avez vraiment des risques. Alors risque de surcharger les reins parce que ce qui est donné en trop, eh bien ça va être éliminé et puis, risque de toxicité, hein, notamment avec la vitamine E et le sélénium. Alors, une fois que vous avez établi votre ration pour voir si elle convient à votre cheval, eh bien, il faut suivre l'état d'embonpoint de votre cheval pour adapter la ration. Alors, le moyen idéal, bien sûr, c'est d'avoir une balance. Je vous conseille de peser votre cheval toutes les semaines, hein, toujours au même moment par rapport à l'effort, hein. Évitez de le faire à la fin d'une grosse séance, puisque avec les pertes d'eau liées à la sudation, eh bien, vous évaluerez pas du tout l'état de votre cheval, mais l'état de votre cheval déshydraté. Si vous n'avez pas de balance, hein, vous pouvez utiliser la mesure du périmètre thoracique. C'est assez fiable. Si c'est réalisé toujours par la même personne, on est assez répétable. Et on a évalué que chez le cheval d'endurance, hein, 1 centimètre de périmètre thoracique en plus ou en moins, c'était une variation de poids de l'ordre de 2,5 à 3 kg. Ensuite, vous pouvez utiliser l'évaluation de la note d'état corporel. Pour ce faire, je vous renvoie là aussi à une autre conférence de l'IFCE, hein, qui vous expliquera en détail comment faire pour évaluer l'état corporel de votre cheval. Chez le cheval d'endurance, hein, la note optimale, elle est entre 2,5 et 3. Et puis enfin, bon, l'œil du soigneur, c'est pas négligeable, hein, ça attire l'attention. C'est quand même pas le moyen le plus précis pour évaluer pour suivre l'état du cheval. Alors, en période de course, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, un paradigme déjà, c'est que
on va rien changer, hein, et ça, c'est vrai, en période de course, mais aussi le reste du temps en période d'entraînement. Éviter les changements d'alimentation. Donc on va donner les mêmes aliments, les mêmes quantités, aux mêmes horaires si possible et même dans la même gamelle. Donc pour ça, ça veut dire qu'il va falloir que vous emmeniez en course les aliments que vous avez à la maison, y compris le foin, puisque sur place, vous n'aurez pas forcément le même type de foin, la même qualité de foin que vous avez à la maison. Donc ce point-là, ça peut aussi vous amener à choisir certains aliments que vous allez donner pendant toute la période d'entraînement pour leur faciliter à être emmenés sur les courses, bien sûr. Ensuite, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le transport, ça induit un stress et des perturbations du microbiote. Ça a été très bien objectivé, une déshydratation. Donc, bien proposer à boire pendant le transport, s'il est de longue durée, à l'arrivée. Et puis, donner du foin hein, qui a un effet déstressant, qui va aussi permettre le fonctionnement du microbiote et puis rétablir la captation d'eau dans l'intestin. Alors, une grande question, c'est faut-il donner des concentrés avant le départ de la course? Alors, ce qu'on sait, c'est que si on donne des concentrés moins de 2 heures avant l'effort, on va avoir un pic de glycémie qui va entraîner une sécrétion d'insuline, ce qui va favoriser la fabrication de glycogène et diminuer l'utilisation des lipides. Donc, on n'est pas vraiment vers le métabolisme qu'on souhaite favoriser. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a à peu près la moitié des cavaliers qui donnent un repas entre 2 et 4 heures avant le départ, et puis l'autre moitié qui attendent le premier vet-guet. Je dirais que ça dépend si vous aimez vous lever tôt ou pas. Le donner de bonne heure, ça va réveiller le cheval aussi. Et puis, ça dépend aussi de la course sur laquelle vous allez. Si vous allez sur une course de 90 km qui part pas trop tôt, vous pouvez donner le repas avant. Sur une course de 160 km où on part très tôt, en fait, votre premier vet-guet, il va tomber à peu près à l'heure du premier repas habituellement. Donc, vous pouvez attendre le premier vet-guet. Pendant la course, eh bien, vous avez besoin de nourrir votre cheval pour compenser les pertes énergétiques, donner du foin pour favoriser le transit et bien sûr de l'eau pour hydrater le cheval. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en général, les cavaliers donnent des concentrés en petite quantité, hein, de l'ordre de 1 à 2 litres de concentré pour restaurer les apports énergétiques. Alors, ça peut être l'aliment habituel ou un aliment un petit peu différent de d'habitude pour stimuler l'appétit, hein. Ça, c'est une photo qui a été prise sur une aire de grooming. On voit que l'assistance a préparé différents aliments à présenter au cheval. Alors là, on n'a pas la problématique du pic d'insuline qui est lié au repas qu'on a cité avant le départ de la course, tout simplement parce que l'exercice provoque un pic d'adrénaline et ce pic d'adrénaline va s'opposer au pic d'insuline. Donc on n'a plus du tout ce problème d'alimentation avant l'effort. Ensuite, après la course, eh bien, après la course, on a un cheval qui a un transit qui est ralenti, une force qui est perturbée, avec un intestin qui est un peu moins bien vascularisé. Donc, on a vraiment des risques de maldigestion. Et donc, il va falloir laisser le tube digestif se refaire. Et donc, pour ça, on va éviter des apports de concentré. Et puis, on va redonner des fourrages à volonté pour favoriser le transit. Et bien sûr, de l'eau en grande quantité, hein, de l'eau là encore à volonté pour que le cheval se réhydrate. Dans les jours qui suivent la course, eh bien, dès que le transit est reparti, hein, dès que le cheval s'est refait, on peut reprendre une alimentation normale qui va être adaptée bien sûr à l'activité. Le risque en fait dans les jours et les semaines qui suivent la course, hein, le cheval est souvent laissé au repos, il est laissé au paddock, ça va être d'éviter la prise de poids, hein, parce que si on a un cheval qui prend 50 kilos dans les 3 ou 4 semaines qui suivent la course et que vous le remettez à l'exercice après pour reprendre l'entraînement, ça va pas être fantastique, hein. Donc limiter la prise de poids dans ces périodes de repos, c'est ça qu'il va falloir contrôler. Surveillez aussi votre cheval. Si votre cheval ne reprend pas d'état, c'est qu'il y a peut-être un problème et il va falloir investiguer un petit peu plus en profondeur. Voilà, pour terminer, avant la conclusion, je voulais attirer votre attention aussi sur les risques qu'on peut avoir de contamination des aliments avec des substances prohibées, hein. C'est un sujet qui est d'actualité. Ça peut être une contamination qui est naturelle ou accidentelle. Alors pour éviter ça, bien sûr, c'est privilégier des aliments qui sont fournis par des gens qui les font analyser, qui sont engagés dans une démarche qui essaye de prévenir ce type d'accident. C'est pas toujours possible et puis si vous
fournissez, si vous produisez vos propres aliments, ce que je vous conseille, c'est de garder systématiquement des échantillons des aliments que vous avez donnés avant la course et pendant la course pour les faire analyser si jamais vous avez un contrôle positif, si vous êtes confronté à ce genre de situation. Voilà, pour terminer, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la particularité de l'alimentation de notre cheval d'endurance, hein, ça va être de favoriser l'utilisation des acides gras à l'effort. Et ces acides gras, ils sont produits dans le gros intestin. On est sur des apports énergétiques qui sont pour un travail moyen de l'ordre de 7 UFC par jour. La base de l'alimentation, c'est des fourrages hein, qui vont représenter les 2 tiers des apports énergétiques. Et donc, pour élaborer votre ration avec le plus de précision, eh bien, l'idéal, c'est de faire analyser vos fourrages. Les concentrés vont être donnés pour équilibrer la ration avec une quantité limitée. Hein, privilégiez l'apport de matières grasses pour compléter l'apport énergétique de votre ration. Essayez de maintenir une note d'état corporel qui est entre 2,5 et 3 toute la saison, hein, avec le moins de fluctuations de poids possible, bien sûr en dehors de celles qui sont liées par la course. Et puis, favoriser des apports alimentaires le plus réguliers possible, hein, faire des transitions alimentaires qui sont progressives sans rien changer dans les 4 semaines avant la course. Voilà. Je vous laisse regarder les titres des prochaines webconférences et puis nous allons passer aux questions. Alors, première question qui a été posée, est-ce qu'il y a des études sur le